Bonjour tout le monde. Alors, c'est notre dernière session et j'en suis très, très triste parce qu'on s'est bien amusé ces 2 jours-ci, enfin moi en tout cas, merci. Je tiens à saluer à nouveau Caroline Séguier qui a géré de façon superbe à tous les points de vue cette réunion, aussi bien sur le plan intellectuel, organisation que logistique, alimentaire. Ça m'importe beaucoup, merci beaucoup. C'est la première fois que j'ai un plateau repas avec du vin. Chaque fois que je suis dans un ministère, je râle parce que c'est de l'eau. Et les gens tout à fait désespérés me disent « mais on n'a pas l'autorisation ». L'autorisation. En tout cas, merci Caroline, il n'y a pas que ça quand même. Merci pour tout, merci pour votre accueil. Merci pour toute la conduite de ces 4 sessions. Alors ce soir, pour la dernière de ces sessions, de ces 4 sessions, j'ai deux amis voisins, ceux de gauche, qui s'appellent Lek et Sowat. Impossible à distinguer. Hein. De toute façon, quand vous invitez un des deux, l'autre arrive. Donc, il vaut mieux les inviter tous les deux en même temps. Et puis, Valentin Carayon à ma droite. Alors, les 2 amis de gauche, comme vous l'avez entendu depuis le début, comme c'est moi qui ai invité tous ces gens, j'ai l'habitude de raconter un petit peu la manière dont je les ai rencontrés. Et il se trouve qu'en 2015, j'ai reçu le nouveau prix de Rome. Moi. On applaudit quand même. Merci. Donc, le nouveau prix de Rome. Alors, je suis allé voir la ministre qui s'appelait Fleur Pellerin en lui disant « Je vous rends ce prix, c'est sûrement pas pour moi, parce que je suis rien du tout. Je ne suis pas musicien, je ne suis pas sculpteur, je ne suis pas peintre. » Et elle me dit « Non, mais vous devenez parrain de la promotion des pensionnaires de la Villa Médicis 2015-2016. » Je dis « Oui, merci. » Mais elle me dit « On n'ose pas dire parrain à Rome. » C'est drôle, hein? Donc je suis devenu nouveau, non pas grand, non, je n'ai pas beaucoup de chance, mais nouveau prix de Rome parce que padrino à Rome, ça avait une autre connotation. Il n'empêche que j'ai été parrain à Rome. Alors j'ai marché sur des œufs parce que lorsqu'on arrive à la Villa Médicis et qu'on devient parrain d'une vingtaine de jeunes gens, moi, vieux scientifique, face à une vingtaine de jeunes artistes, c'est quand même un petit choc. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, j'ai beaucoup de raisons de m'imposer. Donc, j'ai lancé une petite note en disant, voilà, je suis votre parrain et je serai là pour 10 jours tout de suite, là. Donc, c'était à l'automne 2015 et je suis à votre disposition. Et ce qui est très agréable pour moi, c'est qu'ils sont tous venus les uns après les autres. Donc je les ai tous vus. Ils sont tous venus peut-être par curiosité, mais enfin ils sont venus. Et puis je les ai revus ensuite pendant toute l'année, puis je revois encore la preuve bien des années après. Et pour ces deux jeunes gens, depuis très longtemps, je dois vous dire, je suis moi très intéressé, très étonné et vraiment, vraiment intéressé. Et aussi sur le plan artistique, par les tags. Alors, c'est un mot qui leur plaît sans doute pas, mais par les tags, et notamment les tags, les écritures. Ça me fascine depuis toujours. Et j'ai pris des photos depuis toujours, notamment le long des gares, des chemins de fer, etc., ce qui peut étonner, mais c'est ainsi. Et à Paris, moi, vieux bonhomme, parfois, rentrant tard chez moi, je voyais des taggeurs s'exercer sur certains murs, et je fonçais pour essayer de les rencontrer, pour savoir ce qu'ils étaient en train de faire. Et me voyant, moi, à mon âge, ils foutaient le camp vite fait, pour être persuadé que j'allais les engueuler, quoi, forcément. Et ainsi de suite. J'ai réussi à en choper quelques-uns. Puis là, j'en ai chopé 2 d'un coup, qui sont des graffeurs. Et je vais vous raconter, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je pense, notre rencontre. Donc, ce sont 2 jeunes gens qui, parmi les autres, me proposent, me demandent un rendez-vous. Nous nous rencontrons
à la Villa Médicis, et je les vois arriver tous les deux. Il y en a un qui me dit 10 ans de rue à Marseille, et l'autre qui me dit 10 ans de rue à Paris. Ça commence bien. Et puis, silence. Lui, là, le petit, là, il met sa capuche et il me dit on se voit ou on se tutoie? Et ça, quand même, ça va vraiment bien. Moi, j'étais pas en costume, mais quand même, j'avais une veste, Légion d'honneur. Enfin, je vous dis pas, j'avais fait ce qu'il fallait, quoi. Ou juste ce qu'il fallait pas. Et je dis on se tutoie, bien sûr. Voilà, et depuis, on ne cesse de se tutoyer. Donc, j'ai grand plaisir à être avec eux aujourd'hui et à raconter cette petite histoire du début. On s'est revus à plusieurs reprises. On est, je pense, très, très liés. Et en plus, ces salopards viennent de faire des graffitis sur les murs de ma propre ville. Je suis né à Vannes et ils n'étaient pas là hier, tout simplement parce qu'ils étaient en train de faire je ne sais quoi sur certains murs de la ville de Vannes. Avouez que c'est de la provocation quand même. Et il se trouve que ce sont eux, à l'origine, qui m'ont mis en rapport, qui ont eu l'initiative de me mettre en rapport avec le fondateur et directeur à l'époque, Gérard Paquet. Voilà, Gérard Paquet. Non, mais si tu as trop de mémoire, demande-moi. Et qui a laissé cette fondation aux mains de Caroline Séguier. Caroline Séguier, que je salue à nouveau, et qui gère merveilleusement, qui est directrice désormais de Planète Émergente, et que je salue à nouveau et que je remercie à nouveau. Donc voilà deux de mes compères de cet après-midi, et l'autre est un phénomène aussi. Alors l'autre s'appelle Valentin Carayol, il est musicien, il est exécutant, il est compositeur, et il est en même temps passionné de géologie. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça, oui? La première fois qu'il m'a convié, c'était dans le Sancerrois, pour inaugurer dans une grotte, un musée de géologie. Un musée de géologie dans une grotte. Ça commençait par l'examen des murs, puisqu'il y avait des fossiles dans les murs. La grotte s'appelait la Mignonnette. Hein, la Mignonnette, c'était donc dans la région de Sancerre. Et puis, il y a eu des problèmes, des difficultés, c'est-à-dire qu'il a dû abandonner cette grotte au bénéfice d'une autre. Donc, il vient de s'installer dans une autre grotte. Enfin, quand même, hein, les hommes des cavernes me poursuivent. Et dans cette nouvelle grotte, il a refait, ce que je n'ai pas vu encore, un autre musée de géologie, paléontologie, préhistoire, enfin, tout ce qui peut occuper la tête d'un homme. Alors, la tête d'un musicien, c'est pire que tout, quoi. Il fait de la musique avec les fossiles, etc. Donc, je salue aussi Valentin Carayol, à qui j'ai demandé non seulement de venir, mais étant donné sa spécialité, bien sûr, de se mettre aussi au piano ou à autre chose. Donc, il y aura un double intérêt à le rencontrer. Eux vont faire des graffitis partout, et puis lui va faire du piano ailleurs. Merci beaucoup de nous recevoir tous les 4. Merci. À vous, camarades. Allô. J'écoute. Bonjour, je m'appelle Sowad, je vous présente Lek, qui ne va pas parler aujourd'hui parce qu'il n'aime pas parler en public. C'est vrai. Et je suis bien embêté parce que Yves, tu m'as pris mon intro, parce que je comptais commencer par la manière dont nous sommes rencontrés à Rome, et je confirme. Les lieux dans lesquels on a pu évoluer, Fred, qui sont sur le tard de notre carrière des lieux institutionnels, l'image du graffeur n'est pas forcément positive, et donc on se demandait comment est-ce que Yves allait nous recevoir. Et puis voilà, il nous a plus que bien reçus, et on a développé des liens d'amitié depuis qui font que je suis devant vous aujourd'hui, et on a été bien en peine quand on a reçu le brief de Yves sur la conférence, puisque nous, l'avenir, c'est pas vraiment ce qui nous lie avec Yves. On avait plutôt prévu de parler de ce qui nous liait, et donc du passé, puisque si on fait du graffiti, c'est quand même qu'on est les lointains descendants des premiers artistes, de ceux qui travaillaient directement dans les grottes. Et c'est pour ça qu'on avait sollicité Yves lors de cette première rencontre. C'était pour qu'il nous raconte un peu son expérience à lui de l'art pariétal, et secrètement, en espérant qu'il réussisse à nous faire rentrer dans la véritable Lascaux, ce qu'il n'a pas encore fait pour l'instant, mais on ne sait jamais.
Et je le redis, on ne sait jamais, quoi, tu vois. Mais voilà, effectivement, Fred et moi, on vient du graffiti. Quand on était adolescent, on a commencé, comme tous les graffeurs, dans la rue, dans l'espace public. L'idée, c'était d'écrire notre nom le plus de fois possible, en plus gros, pour que tout le monde puisse le voir. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on a quitté l'espace public pour pratiquer ce qui s'appelle aujourd'hui l'urbex, donc l'exploration urbaine, et qui est l'idée en fait de trouver des ruines dans la ville et d'aller investir ces ruines. Et c'est antinomique avec l'idée du graffiti puisque personne ne voit nos œuvres. En tout cas, personne ne les voit de visu. Les lieux sont trop compliqués ou très compliqués d'accès. Et généralement, ce qu'on en ramène, c'est des photos et des vidéos. Et c'est quand même ce qui ressemble furieusement à la manière dont on nous parle aujourd'hui des grottes ornées, puisqu'on ne peut plus les voir, et ce que l'on envoie, c'est des photos et des vidéos, ou des reproductions, puisque j'ai vu que Cosquer allait s'installer à côté d'ici. Et donc voilà, et donc ce qu'on a décidé de vous montrer aujourd'hui, c'est notre Lascaux à nous, c'est le premier projet qu'on a monté avec Fred, c'était un centre commercial abandonné dans le nord de Paris, 40 000 m² à peu près de surface vierge, qui avait été squatté pendant très longtemps, abandonné et squatté, qui a été à nouveau abandonné, vidé par les forces de l'ordre, et que l'EC a trouvé, enfin retrouvé en tout cas en 2010. Je dis trouvé, c'est-à-dire qu'il a trouvé un accès pour qu'on puisse y aller. Et dans un premier temps, on y allait peindre tous les deux. Ça correspondait à un moment où on avait décidé d'arrêter nos métiers alimentaires pour se lancer pour de vrai dans l'art. Et puis on a passé plusieurs mois tous les deux. Et puis au bout d'un moment, on a fait une résidence en fait. On a commencé à inviter des artistes à venir travailler avec nous dans cet endroit, à faire des compositions à plusieurs mains, à 4, 6, 8, 10 mains, voilà, des espèces de choses expérimentales, à faire de la photo, de la vidéo, des films, tout un ensemble en fait de gestes artistiques. Et on a mis beaucoup de temps à comprendre que, là je vous en parle en vous disant que c'est notre Lascaux à nous, mais on a mis beaucoup de temps à comprendre que finalement ce qu'on était en train de faire, c'était pas si loin que ça de nos ancêtres qui pratiquaient l'art pariétal, puisque, vous le verrez dans le film qu'on va vous montrer, au bout d'un moment, on est allé peindre dans le noir dans cet endroit. C'est Fred qui a eu cette initiative. Moi, je suis un peu trop heureux pour aller peindre dans des endroits sombres comme ça. Mais c'est vrai qu'on a commencé à aller peindre dans le noir et on a commencé à ressentir des choses autres que ce qu'on a l'habitude de ressentir quand on peint en extérieur. Et c'est là où on a commencé à se dire avec Fred, mais on ne peint pas la même chose que ce que les gens peignaient à Lascaux, mais de toute évidence, on doit ressentir des choses similaires à ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire que depuis, on est allé visiter Lascaux 4, on est allé visiter Pêche-Merle. Voilà, dès qu'on peut aller voir une grotte ornée, on va la voir. Et je sais que dans ce milieu-là, c'est pas très bien d'interpréter. Enfin, c'est quand même très scientifique, la manière dont tout ça est étudié. Mais nous, avec notre petit cœur de graffeur, quand on visite Lascaux, on a l'impression de voir un terrain comme celui que je vais vous montrer, organisé de la même manière, avec les chefs-d'œuvre à un endroit, les endroits d'exercice à un autre. Et pour Pêche-Merle, c'est encore plus évident, c'est-à-dire que Pêche-Merle, c'est un conduit de 5 km à peu près. Dans les 5 km, il y a 10 murs qui sont peints, et ils ont choisi les 10 murs que nous, on aurait choisis, par exemple, parce que c'est les plus beaux murs, parce que c'est les plus intéressants, alors en termes de photos pour nous, évidemment qu'ils ne prenaient pas de photos. Mais voilà, donc je pense que c'est vraiment ça qui nous lie à Yves, c'est cette espèce de manière primitive que de créer de l'art, et pas vraiment le futur finalement, mais ou alors ce passé-là est notre futur. Donc on voulait commencer par vous montrer un premier film donc, qui s'appelle Mausolée. La musique est de Philippe Blas, donc j'imagine que tu vas apprécier. Et donc voilà, si on peut mettre le film, ce serait parfait, merci.
Merci. Et donc pour rebondir quand même sur le thème de la conversation d'aujourd'hui, une des choses qui nous préoccupe avec Fred, il y a deux choses qui nous intéressent avec Fred, c'est l'éphémère et sa conservation. Comment est-ce qu'on conserve quelque chose qui est éphémère ? Fred et moi, on vient d'une culture qui n'existe plus. C'est-à-dire que toutes les peintures de nos idoles ont été détruites, tout a été ravagé, tout a été effacé, tout a été détruit. Ce qu'il en reste, c'est de la documentation, des films et des livres, et c'est quelque chose qui nous a toujours perturbés. Et c'est intéressant qu'on puisse en parler ici, puisque, par exemple, le MUSEM est le seul musée à notre connaissance en France qui a une collection dont une partie est dédiée aux arts urbains, justement. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que cet endroit, il est devenu un peu mythique, on va dire, dans le milieu de l'exploration urbaine, puisqu'il est resté en l'état, en fait, pendant 10 ans. Nous, ce qu'on a vu pendant 10 ans avec Fred, c'est les systèmes de défense pour empêcher les intrusions de devenir de plus en plus agressifs. Et puis des gens qui nous envoient des photos sur Internet, qui nous envoient des films, qui trouvaient des moyens pour rentrer dans ce bâtiment et voilà, soit y peindre, soit y faire des photos, soit y faire des choses, quoi. Et pour vous faire une très longue histoire très courte, 10 ans après, la mairie de Paris nous a appelés un jour en nous disant, qu'ils étaient propriétaires des lieux, ce qu'on ne savait pas, avec Fred, et deux, que le lieu existait encore, et a commencé un dialogue avec eux pour qu'on puisse y aller. Là, je vous ai montré le film d'il y a 10 ans, mais on aurait pu vous montrer des photos prises récemment du lieu, où on va dire il y a les 2 tiers des peintures qui sont encore là. Et il y en a un tiers qui a été taillé, comme on dit dans notre milieu, c'est-à-dire que d'autres artistes ont repeint par-dessus. Et je vais vous parler vraiment un truc de geek, de ce qui nous rapproche de Lascaux. Quand on est retourné 10 ans après avec Fred, en fait, ce qui nous a sidéré, c'est les noirs qu'on a utilisés. La bombe aérosol, c'est pas une bombe qui tient très très bien dans le temps, elle pose plein de problèmes de conservation. Et en fait, dans ce lieu qui n'a pas de passage, très peu d'humidité, quasiment pas d'animaux, tout d'un coup, on a retrouvé la même brillance dans la peinture noire qu'on avait utilisée il y a 10 ans. Et ça nous a sidéré, ça nous a vraiment fait penser, voilà, un espèce de Lascaux moderne. Les Lascaux, les grottes ornées que l'on retrouve aujourd'hui, elles existent parce que l'entrée s'est effondrée et que des dizaines de milliers d'années plus tard, quelqu'un va trouver un conduit, un accès, quelque chose pour entrer dedans. Et tout d'un coup, on a accès à des peintures qui ont 27 000 ans, 35 000, ça dépend de la grotte, et qui sont dans le même état de conservation qu'à l'époque. Donc voilà, c'est parmi les choses que l'on aimerait faire, ce serait d'amener Yves, évidemment, pour visiter cet endroit, et puis pourquoi pas l'ouvrir au public. Ce qui est compliqué parce qu'en fait, tout d'un coup, on est dans un monde politique qui nous dépasse un petit peu avec Fred et où il n'y a pas d'oxygène. Mais je vais rebondir sur cette question de conservation de l'éphémère. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous, ce qui nous intéresse, c'est que, à la limite, de réussir à montrer des fragments de notre culture aux générations du futur. Et donc, la question de la conservation se pose. Comment est-ce que tu fais pour garder une trace de tout ça ? Et peu de temps après ce premier projet de mausolée, on a eu la chance d'être repéré, d'être invité au Palais de Tokyo pour faire une première exposition dans une issue de secours du Palais. Voilà, on a organisé une exposition collective pendant 7 semaines. Et à nouveau, je vais vous faire une très longue histoire très courte, mais quand le musée nous a invités avec Fred, c'était pas évident pour nous qui venions du graffiti que de travailler dans un milieu institutionnel. En fait, c'était quoi notre place à nous, graffeurs, dans cet endroit ? Puisque tout le monde nous disait que le graffiti ne peut pas exister dans un musée, nous, on cherchait des moyens de montrer que l'inverse était vrai. Et donc, on nous a donné une zone. Et nous, on a pris pour principe que en fait, tout le musée était à nous et que dans cette zone, tu m'invites, je vais faire une exposition. Mais en fait, je vais faire des choses partout ailleurs. Et ça va être le reflet de ma culture. Si tu m'invites, moi, graffeur, il peut se passer quelque chose comme ça. Et la beauté d'un lieu comme le Palais de Tokyo, c'est que c'est ouvert de midi à minuit. Pour faire très court, l'administration, on va dire qu'elle part à 18-19 h. Et de 19 h à minuit, le bâtiment, il appartient à la sécurité et aux pompiers, en gros. Et s'il y en a qui étaient sociologiquement proches de nous au Palais de Tokyo, c'était bien les pompiers et la sécurité, avec qui on s'est extrêmement bien entendu, pardon. Et en fait, après notre premier vernissage, nous, on a juste continué à aller au Palais de Tokyo pendant 2 ans, tous les soirs quasiment, avec Fred, sans que personne ne se demande qu'est-ce qu'ils font là, en fait, ceux-là, quoi.
Et on a fait tout plein de choses cachées dans le Palais de Tokyo, dont le prochain film qu'on va vous montrer, qui s'appelle Tracé direct. L'idée, c'était que nous fassions des choses en dehors de l'exposition, mais surtout qu'on invite aussi d'autres artistes de cette culture à faire des choses cachées, éphémères, et que l'œuvre devienne la documentation qu'on en ramène. Et donc, à l'époque, dans le Palais de Tokyo, dans le hall d'entrée, il y avait un tableau noir qui était pour l'espace des enfants, en fait. Et on a invité un premier artiste à travailler sur ce tableau noir. Il s'appelle Philippe Baudeloc. C'est un artiste qui travaille beaucoup à la craie dans les rues de Paris, qui fait des bestiaires qui sont magnifiques. Et donc, comme on cherchait à travailler sur cette idée d'éphémère, on a dit à Philippe, ben, tu fais un dessin, tu l'effaces, tu fais un autre dessin, tu l'effaces, tu fais un autre dessin, tu l'effaces, tu fais un autre dessin, et puis nous, on filme. On filme avec la même technique que ce que vous avez vu là, c'est que des photos, c'est du stop motion. Et donc Philippe est venu un soir de 20h à minuit pour peindre devant notre caméra. Et en fait, ce qu'on a capté ce jour-là, ce qu'on a filmé, c'était tellement beau quand on a déroché qu'on a décidé d'en faire un projet en entier. Et on s'est dit qu'on allait inviter tout plein d'artistes, ceux qu'on n'avait pas pu réussir à faire venir à notre première exposition, pour travailler avec ce même principe de création-destruction. Et comme le graffiti souffre, je trouve en tout cas, d'un problème de reconnaissance, on est allé voir Jacques Villéglet, qui est quelqu'un qu'on connaît à Paris, qui est un parrain illustre comme Yves a pu l'être à Rome, et on a demandé à Villéglet de venir dans les mêmes conditions, secrètement, sans que l'administration le sache, en cachette, pour travailler avec nous sur ce tableau noir. Et donc la chance qu'on a eue, c'est que, encore une fois, je fais une longue histoire très courte, mais des années après, on a réussi à faire entrer ce tableau et le film qu'on va vous montrer aujourd'hui dans les collections du Centre Pompidou. Et ça, pour nous, c'est une manière de s'adresser au futur, en fait, de préserver quelque chose dans l'espoir que ce soit vu par ceux qui nous suivront. Donc voilà, on vous montre Tracé direct. Go around that way if you're going to go around.
go round? Can you go round? Go round. You go round. No, 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 no. Merci. Donc voilà, c'est bon pour moi. Voilà, merci. Moi, je trouve ça formidable. Tout à fait formidable. Je veux dire que ces artistes volent dans les étoiles, tandis que nous, Michel Brunet et moi en particulier, on est au ras des pâquerettes. Et je dirais même que nous, en particulier, on est plutôt au ras des squelettes, ce qui n'est pas mieux. Je trouve ça formidable. Je trouve formidable le côté gratuit. C'est vu ou pas vu, ça n'a pas d'importance. Le côté éphémère, ça disparaît ou bien c'est superposé par d'autres œuvres, ça n'a pas d'importance. Et puis, le côté pirate en même temps. Donc, trois caractères que je retiens et que j'envie. Voilà, je suis envieux, je vous admire et j'en pleurerai de rage. Ça veut dire que tu nous amènes à Lascaux ? J'aime beaucoup la sauce, oui. Non, tu m'onnaies, là. Lascaux, c'est pas pareil quand même. Lascaux, c'est un sanctuaire. Lascaux, ça a été fait en effet probablement dans le noir et en liaison avec un certain au-delà, un certain panthéon, je suppose, de ces gens-là, pour que ce soit vu par un certain nombre de personnes, pas n'importe lesquelles, mais probablement différentes classes d'âge. Enfin, quand on trouve des traces au sol, ce sont des traces de pas de gens jeunes en général. Donc, c'est pas tout à fait pareil, mais ceci dit, je retiens. J'ai les clés, mais je sais plus. Je crois que c'est Martine qui a les clés. Oui. Mais en tout cas, moi, je suis tout à fait admiratif, tout à fait séduit, et je le suis depuis toujours. Et encore une fois, un peu jaloux, parce que c'est formidable quand même. Hein.
trouver un lieu qui n'est pas vu, faire ce que l'on veut là-dessus, et ensuite revenir, ce qui a été fait est parti, mais ça n'a pas d'importance, on fait d'autres choses. Et puis tout ça, le côté du palais de Tokyo, jusqu'à minuit, en faisant des trucs, des graffitis partout là où c'était possible, je trouve ça fantastique. Enfin, j'aurais bien voulu partager, quoi, ne serait-ce que de jouer aux pirates avec vous. Enfin, en tout cas, je suis admiratif, et vous le savez bien, depuis toujours, et je continue à l'être, et aujourd'hui, ça m'agace encore plus que d'habitude. En tout cas, merci. Quant aux projections que vous nous avez faites, elles sont superbes. Parce qu'en plus, le montage correspond bien, quoi. Un montage extrêmement rapide, et avec des choses qui disparaissent, d'autres choses qui apparaissent, c'est très très chouette. Le premier film, je le connaissais, le deuxième, je ne connaissais pas. Ouais, le premier, c'est celui qu'on t'avait montré à Rome, la première fois pour te séduire. Oui, mais tu l'avais montré à Rome, mais je l'ai vu, revu depuis, parce que c'est formidable, quoi. Enfin, je ne sais pas dire autre chose que ça, mais regardez-moi bien, moi je suis très, très ému, très séduit, et je trouve ces types incroyables. Ils m'énervent. Merci. Et puis, je n'applaudirai même pas. Alors, Valentin, à vous, Valentin. Bonjour tout le monde. Bonjour, Valentin. Merci beaucoup au professeur Copin et à toute l'organisation de Planète Émergence, Caroline et ses collaboratrices. Tout est formidable. Alors, en fait, je vais commencer par vous dire quelque chose qui m'amuse. Normalement, dans les auditions de musique, quand on est élève, c'est classé. Donc, le dernier est le meilleur. Alors, croyez-moi qu'après tout ce qu'on a entendu, j'aurais préféré passer le premier. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? La musique dans l'avenir, en fait, c'est très compliqué, là aussi, parce que on parle de quelle musique, pour commencer ? Alors, la musique, elle commence peut-être à notre naissance, en fait, quand on pousse notre premier cri. C'est pour ça que j'avais appelé ça la fugue du soupir au départ. C'est qu'on fuit le silence quand on commence à vivre. Et puis, évidemment, j'ai appris par le professeur Copin que la musique s'est construite finalement par un procédé pirate, par la bipédie, par le redressement du corps. On commence à avoir un langage articulé, et une fois qu'on a ce langage articulé, on va finalement construire une certaine logique dans les sons qu'on émet, et donc peut-être aussi commencer à faire de la musique, pourquoi pas. Et puis hier, on entendait aussi quelque chose qui m'a interpellé, les singes qui envoyaient je crois que c'était des cailloux sur des troncs d'arbres creux. Là aussi, peut-être que le son, le rythme que ça produit les intéresse, et c'est une manière aussi de faire de la musique. Alors, moi, je m'intéresse à la musique, j'aime pas du tout le terme, mais la musique savante occidentale. Donc, c'est barbant, et puis surtout, ça met à côté quelque chose qui serait moins intéressant. Alors, c'est pas du tout le cas, mais c'est comme ça qu'on la nomme. Et donc, on parle de quelle musique dans l'avenir ? Je pense qu'on verra, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, le passé peut redevenir le futur. Dans l'histoire de la musique, c'est souvent le cas. Il y a un peu deux concepts qui s'offrent à nous, c'est faire du nouveau au regard de ce qui a déjà été fait, ou alors approfondir la musique des autres. On verra quel choix est fait, et puis surtout, ça peut être aussi un mélange des deux. Donc, j'ai pas du tout d'avis là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on se sert beaucoup de la musique dans notre quotidien. On vit la musique tous les jours. D'ailleurs, je voulais vous montrer quelque chose de marrant au piano. Dans nos quotidiens, en fait, on illustre notre temps, notre mouvement par plein de choses. Les jingles, par exemple. Est-ce que vous pourriez reconnaître celui-là ? Bravo. On voit que vous avez l'habitude de l'entendre. Donc, c'est annonciateur de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Ça dépend. Et alors, en fait, ce qui est très étonnant, c'est que
En fait, dans la musique dite tonale, qui suit une tonalité et un enchaînement de sons qui sont les uns après les autres, qu'on dit diatonique. Donc en fait, on a utilisé ensuite deux modes, enfin il y en a plus, mais principalement deux, le mode majeur et le mode mineur. Alors le mode majeur, c'est un mode qui va nous permettre de créer, pour faire simple, une musique joyeuse. Et le mode mineur, une musique triste. Alors vous voyez, par exemple, c'est drôle parce que ça s'inscrit dans le mode mineur. Bon, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais voilà, c'était une petite blague que je voulais vous donner. Et puis, en fait, cette musique nous entoure tout le temps, et en fait, on n'y fait pas forcément attention. On n'y fait pas forcément attention, mais ça nous permet aussi de nous protéger. Par exemple, ce son-là un peu plus désagréable, c'est pour les Parisiens, les portes ou peut-être ici aussi d'ailleurs, les portes du métro qui se referment. Donc c'est pour nous avertir que il faut plus rentrer ou plus sortir. Donc en fait, la musique nous entoure, nous inspire, et puis je pense que l'homme en soi a développé beaucoup de choses qui étaient déjà présentes. Par exemple, pour prendre un compositeur, Olivier Messiaen était fan absolu et très cultivé sur l'ornithologie et a voulu retranscrire le chant des oiseaux. Donc il a écrit le catalogue des oiseaux. Il avait une oreille absolument incroyable et il a réussi à retranscrire avec une précision déroutante le chant des oiseaux. Et on s'aperçoit avec le chant des oiseaux que là aussi, en fait, naturellement, on a la présence du diatonisme, donc c'est-à-dire de notes les unes à côté des autres, conjointes, et puis qui peuvent s'inscrire dans la tonalité. Ça, c'est franchement fantastique parce que je ne pense pas que quelqu'un a donné des cours aux oiseaux, hein, c'est marrant. Donc, mais pourtant, ils le font naturellement. D'autres espèces aussi suivent ce principe. Donc, voilà, moi, je me dis en fait que voilà, tant qu'il y aura de la vie, il y aura de la musique. Et puis, après tout, le silence aussi, c'est une forme de musique, puisque ça nous imprime autre chose, hein, un sentiment. Et puis la musique, c'est aussi une manière de laisser quelque chose après nous, de laisser une impression dans le temps. Je pense à Chopin, par exemple, qui était très malade. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir appris de quoi il souffrait exactement. Et donc, au milieu du mal, par exemple, voilà, ce compositeur que moi j'adore beaucoup, en fait, décide d'écrire tous ses préludes, et parce qu'il fallait encore laisser quelque chose, si c'était pas déjà suffisant d'avoir laissé tout ce qu'il nous a laissé. Et donc, je me dis que souvent, il ne faut pas être pessimiste, il faut être très optimiste sur l'avenir, et que justement, même parfois au milieu de choses difficiles, sort des choses très très belles. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire sur ça, parce que il est bien difficile de prédire ce qui va se passer. En tout cas, moi, je reste très confiant sur le fait qu'un jour, on arrive peut-être à écrire une musique qui soit tellement belle qu'on n'arrive pas à l'écouter. Voilà. Je vous remercie. Mais vous entendrez un petit peu plus tout à l'heure, peut-être. Oui. Non, je voudrais commenter d'abord. Hein. Bien sûr que je suis très, très sensible à ce que vous venez de dire, très sensible aussi à la musique. Alors, sur le plan de la préhistoire, il se trouve, enfin, ça c'est une affaire personnelle, mais je suis ici pour raconter mes histoires personnelles. Il se trouve que j'ai travaillé avec Jacques Malater. Jacques Malater est un réalisateur. Il aurait dû être parmi nous, mais on est lancés tous les deux et d'autres dans un film en Chine, et il se prépare à partir en Chine. Et Jacques Malater a fait l'Odyssée de l'espace, que certains sûrement ont vu. J'étais directeur scientifique, c'est comme ça que ça s'appelle. Et dans l'Odyssée de l'espace, il dit de façon très gentille que je lui ai raconté, c'est vrai, ce que la science savait, et qu'au-delà de ce que je pouvais raconter, il avait quartier libre, puisque on ne savait pas le reste. Donc je lui disais, la science croit savoir ceci, cela, respecte ça, mais au-delà de ça, tu fais ce que tu veux. Et en retour, ce à quoi il ne s'attendait pas, en retour, il m'a appris quelque chose. En regardant ces images, je me suis dit, moi qui ai vécu beaucoup en brousse, je connais bien la brousse, notamment africaine, j'ai vécu sous la tente à une certaine époque, plus de nuits sous la tente que dans mon lit.
Et la brousse est bruyante, la brousse est très bruyante, mais avec des bruits, un certain nombre de bruits, pas n'importe lesquels. Et puis il y a des limites dans ces bruits. Or, tout d'un coup apparaît l'homme. Et l'homme, il apporte avec lui deux types de bruits nouveaux. D'abord, le langage articulé. Écoutez ce soir, en pensant à cette réunion de cet après-midi, ouvrez votre fenêtre. À Marseille, c'est facile. Et écoutez le voisinage, écoutez le babillement des humains. C'est quand même un son permanent et particulier. Il y a des sonorités particulières. Je suis sûr que Valentin comprend bien ça. D'une part, et articulé en plus, ça claque. Et d'autre part, pour la première fois, on en a parlé tout à l'heure, avec Thomas Langrand, pour la première fois, l'homme taille. Il taille la pierre. Il ne se contente pas de ramasser un caillou et de s'en servir comme font certains chimpanzés, mais il taille la pierre. C'est-à-dire qu'il prend un caillou, il en prend un autre, et il tape le premier avec le deuxième, ou inversement. Et la sonorité de la frappe de la pierre, c'est aussi quelque chose. C'est quelque chose de sec, c'est quelque chose d'aigu, c'est quelque chose de particulier. Et je me mets à la place, je dis toujours de la girafe, mais je pourrais dire de l'éléphant, d'un côté qui doit se dire, tiens, il y a des choses nouvelles, il se passe des choses nouvelles dans la savane. Que ce c'est que cette pollution sonore, qui est ce qui fait ce bruit. Et ce sont deux types de bruits nouveaux qui sont intéressants. Alors au-delà de ça, moi je suis sûr que la musique est née avec l'homme. Enfin, elle est aussi ancienne en tout cas que l'humanité. Et même plus ancienne, puisque en effet, vous nous rappelez que les chimpanzés, non seulement envoient des cailloux dans les arbres, mais ils tapent sur les troncs. Ils tapent sur les troncs pour signaler certaines choses aux voisins et aux amis proches, ne serait-ce que pour dire que les chimpanzés d'à côté sont en train d'envahir leur propre territoire. Enfin, il y a un certain nombre de codes, quoi. Et les codes, beaucoup de populations les utilisent encore comme une sorte de téléphonie sans fil. Ils frappent sur des bouts de bois pour faire savoir ce qui se passe. Je raconte quelquefois, mais c'est vrai que j'ai été très longtemps au Musée de l'Homme, le Musée de l'Homme ancien, je veux dire que ce n'est pas l'architecture actuelle, très très longtemps, de manière statutaire entre 1969 et 1983. Et tout près j'ai été sous-directeur longtemps, directeur après, et tout près de mon bureau de sous-directeur, il y avait un tam-tam, un grand tam-tam, c'est-à-dire un tronc d'arbre, un long tronc d'arbre, qui venait de République centrafricaine, qui était creux. Et tous mes copains africains, puisque je travaillais en Afrique à l'époque, copains ou copines, quand ils venaient, au lieu de frapper à ma porte, ils tapaient le tam-tam. Donc tout le monde dans la maison savait qu'un Africain venait me voir. Enfin, c'était très étonnant, avec des sonorités très différentes en fonction de ce qu'il voulait me dire. Alors je connaissais un petit peu certains codes, mais pas tous. Mais c'était drôle, quoi. Enfin, toujours est-il que je suis persuadé, ça c'est pas de la science, hein, mais que la musique est aussi ancienne que l'homme, en tout cas le rythme est aussi ancien que l'homme. À partir du moment où vous tapez sur un caillou, essayez, vous verrez, le rythme vient très vite. Et alors comme l'épreuve, alors la science cette fois, l'épreuve c'est des roches sur lesquelles il y a eu des percussions fréquentes. Donc percussions fréquentes, ça a l'air des rochers. Ça a l'air de vouloir dire aussi participation fréquente à un certain rythme. Par ailleurs, on a trouvé des sifflets, beaucoup, notamment des os et notamment des os de pieds ou de mains, phalanges, avec des trous. Et quand on souffle là-dedans, ça siffle. De grandes coquilles, bien sûr, des grands coquillages. Nous, on écoute la mer, mais eux, ils soufflaient pour la faire entendre ou autre chose. Et puis, à des époques beaucoup plus récentes, mais là, je vais très vite, bien sûr, les flûtes de 40 000 ans, qui ont encore suffisamment de trous pour qu'on sache de quoi il s'agit, qui sont en os d'oiseaux extrêmement fragiles, extrêmement fins, et très agréable. Et puis les lithophones. Un jour,
Georges Condominas, qui travaillait au Vietnam, à l'occasion de... Il était ingénieur des ponts et chaussées, je ne suis pas sûr. En tout cas, il était lié aux gens des ponts et chaussées. Et à l'occasion de la fabrication d'une route, il a vu de grandes lames, de grandes comme ça, de grandes lames de silex. Et puis, il a fouillé un peu, il en a trouvé d'autres et d'autres et d'autres, et il a envoyé le tout au musée de l'Homme. C'est arrivé au musée de l'Homme, et on raconte, je n'y étais pas, hein, et on raconte que le colis a été ouvert dans le service de technique qui s'en occupe, et il se trouve qu'une de ces lames a été en porte-à-faux et qu'elle a sonné un peu. Et il y avait là le patron, le directeur, le chef du laboratoire d'ethnomusicologie qui a dit comme son c'est intéressant, il a essayé les autres lames et les sons étaient différents. Et aujourd'hui, ça s'appelle un lithophone, un vibraphone ou quelque chose comme ça. Enfin. Et c'est très, très connu. Il était au musée de l'âme et moi j'y ai eu accès pendant des années. Il y avait des petits maillets pour taper dessus, c'était très, très chouette. Et aujourd'hui, bien sûr, comme le musée de l'âme a été honteusement... Non, c'est pas vrai. Il a été séparé d'un tiers de ses collections qui sont passées au musée du Quai Branly. C'est de la faute de Philippe Charlier. Donc Philippe Charlier pourra vous le dire, le lithophone en question, qui vient encore une fois du Vietnam, il fait partie aujourd'hui des collections du Quai Branly Jacques Chirac. Mais au Quai Branly Jacques Chirac, il est évidemment couvert, protégé, et on ne peut plus taper dessus comme on veut. Mais enfin, ça veut dire que les humains ont eu envie de faire du rythme, de chanter, de faire de la musique, de faire des sons, et sûrement de danser en même temps, ça va de soi. Puisque c'est rare que la musique laisse les gens tranquilles, on a toujours envie de sauter, de bouger. Enfin, pardon pour ce long commentaire, mais enfin, je préfère qu'on vous écoute désormais, s'il vous plaît, Valentin. Alors, j'espère que vous ne me portez pas la poisse, parce que du coup, vous parlez de sifflet fait avec des os de pied, d'où jouer comme un pied peut-être. Voilà, on va éviter.
Merci Valentin. On n'a pas de mots, naturellement. Merci beaucoup de ce final et de cette fin de nos 4 sessions de guide d'âme. C'était très agréable. J'ai vraiment bien fait de vous inviter et de ne rien vous dire. Je savais bien ce qui allait se passer, forcément. D'abord, un immense applaudissement pour Caroline Séguier. Caroline Séguier et son équipe, et qui nous a merveilleusement reçus à tous égards et partout, et qui a conduit parfaitement cette grande session de 2 jours. Merci aussi de m'avoir convié, grâce aux graffeurs voisins qui m'ont dénoncé, grâce, je sais aussi, à l'ami Bruno qui m'a mouchardé. Enfin, il y a plein de mouchards qui m'ont conduit, qui m'ont mis dans cette galère, mais cette galère, je l'ai beaucoup appréciée. Merci à tous les amis que j'ai invités qui ont bien voulu répondre. Certains sont déjà partis, mais je le leur dirai. Parce qu'à chaque fois que j'ai appelé, en expliquant ce dont il s'agissait, tous ces gens que j'ai choisis, je suis très, très heureux d'abord de les avoir choisis, ont répondu par l'affirmative. Sauf lorsqu'ils étaient pris par d'autres choses. Mais tous ont répondu, tous ceux qui ont pu sont venus. Et du coup, ça a fait les 2 jours que moi, je ne peux pas juger, que vous, ou public, pouvez juger, ou avez pu juger depuis hier matin. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir, et j'espère que pour tout le monde, et pour les artistes aussi, et pour les scientifiques aussi, ça a été un plaisir d'entendre les uns lorsque c'était les autres, et les autres lorsque c'était les uns. Moi, je me suis régalé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et je ne peux pas dire une autre fois, parce que quand même, on ne peut pas être invité 2 fois par Planète Émergence, que j'appelle encore une fois Planète Convergence. Mais c'est mieux que Planète Divergence, je l'ai déjà dit au départ. Merci beaucoup, et c'est une belle fondation et belle initiative, et donc vous pourrez, on vous dira ça, les responsables de Planète Émergence vous le diront, on pourra nous retrouver tout ce qui s'est dit ici sur les réseaux particuliers, sur des ondes particulières, mais en tout cas, tout a été enregistré, absolument, et même mes petites histoires tout à fait anecdotiques. J'aime pas trop le mot d'anecdotique, mais les petites histoires, voilà. Merci beaucoup. Bonsoir.